Je suis assis sur une chaise de cuisine dans une pièce sans rideau. Le frigo fait un bruit régulier, comme une respiration. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. J'ai lavé mes mains 2 fois, sans raison. Tout est à sa place. Dans quelques heures, je n'aurai plus rien à ajouter. Avant d'éteindre la lampe, je dois dire comment j'en suis arrivé là. 10 ans plus tôt, j'avais 37 ans et une routine simple. J'habitais à Saint-Ouen, au 5e sans ascenseur, 2 pièces qui sentaient de la lessive bon marché et le plâtre humide. Je me levais à 6h10. Café soluble, 2 cuillères, eau trop chaude. Une banane, parfois du pain rassis. Je laissais la fenêtre entr'ouverte, même en hiver, parce que l'air froid me gardait éveillé. À 6h45, je descendais les marches en comptant. 82. Je passais devant la boîte aux lettres cassée, je vérifiais tant mes clés et je sortais dans la rue sans me retourner. Je n'étais pas un champion, mais je n'étais plus un inconnu. On me reconnaissait parfois au métro, surtout quand j'avais le nez gonflé ou une arcade recousue. Je restais poli, je disais bonjour. Je n'avais pas l'énergie de jouer un rôle. Je m'appelais Adrien Lemaire. Mon nom sonnait propre. Mon corps ne l'était pas toujours. Dans la poche intérieure de ma veste, je gardais un protège-dents de rechange dans une petite boîte ronde avec une odeur de menthe froide. Je travaillais 3 matinées par semaine dans un entrepôt près de la plaine. Ce n'était pas un projet, c'était un compromis pour payer le loyer sans accepter n'importe quel combat. On m'avait appris à parler de discipline. La vérité, c'était des factures. J'avais un découvert de 430 euros. Je notais chaque dépense dans un carnet gris. 1,20 le ticket, 3,80 le riz et les œufs, 12 les bandes de poignée. Je gardais les reçus dans une boîte à chaussures avec des papiers d'assurance, des notices de médicaments et un stylo presque sec. L'après-midi, j'allais au gymnase de Montreuil. Le sol collait. Les sacs en cuir craquaient. Il y avait l'odeur du baume chauffant et de la transpiration ancienne, incrustée dans les cordes du ring. Je connaissais chaque fissure du miroir et la place où le néon clignotait. Je m'échauffais dans le même ordre. Corde à sauter, ombre, sac lourd, pattes d'ours, puis sparring si quelqu'un était disponible. Quand je frappais, je pensais à des choses banales. Le bruit du bus en bas, le prix des œufs, la date limite de mon abonnement téléphonique. Mon entraîneur s'appelait Marcel Duhamel. Mains larges, ongles coupés trop courts, voix éraillée par la cigarette. Il répétait les mêmes phrases. « Garde ta main gauche, respire, ne t'énerve pas. » Il me disait aussi que j'avais une chance cette fois. Il insistait sur ce mot comme si le reste ne comptait pas. Il parlait d'une ceinture régionale, d'un passage à la télévision locale, d'un combat qui devait nous sortir de la marge. Il notait mes rounds sur un carnet taché de café avec une écriture serrée. La promotion s'occupait du reste. On disait la promotion comme si c'était une machine. En réalité, c'était surtout Benoît Caron. Costume trop ajusté, chaussures temps brillantes, parfum discret. Il arrivait sans transpirer, regardait l'heure et parlait d'argent comme d'une météo. 2000 euros si je gagnais. 800 euros d'avance, une chambre d'hôtel la veille. Il faisait tout pour que ça paraisse normal, presque administratif. Il souriait beaucoup, mais ses yeux restaient en fixe. J'avais une compagne, Claire Vasseur. Elle travaillait dans une pharmacie, horaire coupé, fatigue calme. Elle ne venait pas au gymnase. Elle n'aimait pas voir les coups, même à l'entraînement. Elle me préparait des pâtes sans sauce et mettait du citron dans l'eau en disant que ça faisait du bien. Le soir, elle s'endormait sur le canapé avec la lumière allumée. Je baissais le son de la télévision. Je regardais mon téléphone sans rien faire. Je me disais que c'était une période, que ça passerait après le combat. Je connaissais déjà le nom de mon adversaire, Pascal Moreau. On le voyait sur des affiches, sourire large, bras levés, comme s'il posait après une victoire déjà acquise. Il venait d'une salle plus propre, avec des sponsors sur le mur et des tapis neufs. On disait qu'il avait du style. Moi, j'avais surtout de l'endurance et une façon de serrer les dents. Marcel disait que ça suffisait, si je restais lucide. J'ai regardé une de ses vidéos dans le métro, sans le son. J'ai noté ses appuis et sa main arrière. Les jours passaient, avec des détails identiques. Je changeais les draps le dimanche. Je faisais bouillir du poulet le mardi. Je mettais des pièces de 2 euros dans une boîte pour des gants neufs. Je ne buvais pas. Je ne sortais pas. J'évitais les discussions inutiles. Je me répétais que le combat serait un point fixe, puis autre chose s'ouvrirait. La semaine avant le combat, Benoît est venu 2 fois. La première, il a apporté un contrat imprimé sur du papier répé. La seconde, l'après, il a apporté un sourire trop large et une enveloppe. 800 euros en billets. Il a posé ça sur un banc, comme une serviette dans un vestiaire. Il a parlé vite en regardant autour de lui. Marcel a hoché la tête. Moi, j'ai rangé l'enveloppe dans mon sac, sans compter tout de suite. Le soir, à la maison, Claire a compté. Elle a aligné les billets sur la table et a parlé du retard de l'électricité, du frigo qui faisait un bruit étrange, de la caution qu'on n'avait jamais récupérée. Je l'ai laissé faire.
Je sentais une tension dans ma mâchoire, et ce n'était pas l'entraînement. Quand elle a fermé le tiroir, j'ai eu une pensée brève, sans image, juste une impression de poids, comme si quelque chose venait d'être scellé. Le lendemain, j'ai reçu un message de Benoît. Un horaire, une adresse d'hôtel et une phrase. On se voit demain, soit à l'heure. Je l'ai relu plusieurs fois. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai recopié dans mon carnet gris, sous la liste des dépenses. Puis j'ai préparé mon sac, exactement comme d'habitude, en me disant que c'était encore un jour normal. Dans la nuit, j'ai entendu frapper au palier et mon téléphone a vibré sans afficher de numéro. Je me suis levé avant le réveil. 5h32. J'ai noté l'heure par habitude. Dans la cuisine, l'ampoule clignotait. J'ai bu le café sans sucre. La veille, les coups au palier n'avaient en laissé aucune trace. Pas de mots, pas de voisins inquiets. Le téléphone était silencieux. J'ai vérifié mes messages. Rien de plus que l'adresse de l'hôtel. J'ai pris une douche courte, eau tiède. Je me suis rasé lentement, en faisant attention à ne pas entailler la peau. Je détestais arriver au combat avec des micro-coupures. À 7h10, j'étais dehors. Le ciel était bas, le métro sentait le métal et le parfum bon marché. J'ai regardé mes mains pendant le trajet. Les phalanges épaissies, les ongles striés. J'ai pensé à mon père, mort depuis longtemps, qui disait que les mains trahissent pas toujours. Je n'ai pas cherché ce qu'elle disait dans des miennes. L'hôtel était près du périphérique, façade beige, moquette sombre. Benoît était déjà là. Costume gris, téléphone à l'oreille. Il a levé le pouce en me voyant, sans raccrocher. Marcel est arrivé 10 minutes plus tard, en retard comme toujours. On a parlé de l'heure de la pesée, du repas, du repos. Rien d'inhabituel. Benoît a insisté pour que je reste dans ma chambre, rideau fermé. Pas de fatigue inutile, a-t-il dit. Il a tapoté mon épaule, geste bref, presque professionnel. La pesée s'est faite dans une salle froide avec une balance numérique qui affichait des chiffres trop lumineux. J'étais à 72,4 kilos, Pascal Moreau était là aussi. Il m'a serré la main, sourire tranquille. Sa peau sentait la crème. Il avait quelqu'un avec lui, un homme plus jeune, qui filmait avec son téléphone. Je me suis demandé pourquoi. Personne n'a répondu à cette question. Marcel a hoché la tête. Benoît a regardé sa montre. L'après-midi s'est étiré. Poulet blanc, riz. Eau plate, j'ai fait une sieste sans dormir. J'entendais les voitures passer, régulières. À 18h, on m'a bandé les mains. Les bandes étaient trop serrées. J'ai dit quelque chose. Marcel a défait et recommencé, sans s'excuser. Il avait l'air concentré, ailleurs. Benoît est entré sans frapper. Il a parlé d'un changement d'arbitre. Il a dit que ça n'avait aucune importance. La salle était pleine sans l'être vraiment. Beaucoup de visages, peu de regards. Les lumières chauffaient la peau. Quand je suis monté sur le ring, j'ai senti une légère brûlure à la cheville gauche. Rien de grave. Les cordes étaient des plus lâches que dans ma salle. J'ai ajusté le protège-dents. J'ai respiré. Pascal avait l'air détendu. Il tapait ses gants l'un contre l'autre, geste automatique. Le premier round s'est passé vite. J'ai tenu la distance. J'ai touché 2 fois au corps. Marcel criait les mêmes consignes. Benoît était au bord, immobile. Au deuxième, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une hésitation dans l'arbitrage. Un clinch trop long, non interrompu. Un coup de tête non signalé. J'ai senti le sang dans ma bouche. Je n'ai pas levé la main. J'ai continué. Au 3e round, j'ai glissé. Pas une chute nette, plutôt un déséquilibre. Le sol était humide. Je ne sais pas d'où venait l'humidité. L'arbitre a compté, lentement. J'ai regardé Marcel, il n'a rien dit. J'ai entendu des sifflets. Quand je me suis relevé, Pascal m'a touché proprement. Crochet droit. Je suis tombé cette fois. Le compte a recommencé, j'étais conscient. Je voyais les chiffres sur le panneau lumineux. J'ai attendu un signal qui n'est pas venu. Le combat s'est arrêté. TKO, la foule a applaudi. Pascal a levé les bras. On m'a aidé à descendre. Dans le vestiaire, personne ne parlait. Marcel m'a posé une serviette sur la tête. Benoît est entré plus tard. Il a dit que ça arrive, il a parlé d'expérience, de prochaines opportunités. Il n'a pas mentionné l'argent. Quand je lui ai demandé pour la prime, il a froncé les sourcils, comme surpris. « On verra », a-t-il dit. Le médecin a regardé ma cheville, mon arcade. Il a dit « repos, 3 semaines ». J'ai signé des papiers sans lire. Dehors, il pleuvait. Claire n'était pas là. J'ai pris le métro avec mon sac plus léger. Le téléphone a vibré une fois, sans message affiché. Arrivé à l'appartement, la lumière ne s'est pas allumée. L'électricité avait été coupée. J'ai posé le sac au sol, dans le noir, et j'ai compris que je n'avais personne à appeler. Je ne dirais pas que j'ai commencé à les suivre. Ce mot implique une intention claire, un objectif formulé. Chez moi, il n'y avait rien de tel au départ. C'était plutôt une habitude qui s'est installée lentement,
presque mécaniquement, comme se gratter une cicatrice sans s'en rendre compte. Le soir, après le travail, je restais assis sur le lit, le dos contre le mur froid, le téléphone posé à plat sur la couverture. Je faisais défiler des pages publiques, toujours les mêmes gestes. Pouce vers le haut, pause, pouce vers le bas. Pas longtemps. 5 minutes, parfois 10. Je m'arrêtais dès que je sentais une tension dans la nuque. Je notais uniquement ce qui était visible sans forcer. Rien de privé. Adresse de salle affichée ouvertement. Horaire de gala annoncé pour vendre des billets. Nom qui revenait dans les commentaires ou les légendes. Je ne créais pas de faux profils. Je ne cliquais pas sur « s'abonner ». Je ne laissais aucune trace. Je regardais comme on regarde un panneau d'affichage dans la rue, sans lever la tête trop longtemps. Pascal Moreau avait changé. Physiquement d'abord, de manière évidente. Plus large des épaules, plus sec au niveau du ventre. Sa peau semblait toujours tendue, lisse, comme éclairée en permanence. Il posait souvent torse nu, ceinture à la main, sourire constant, dents bien alignées. Les photos se ressemblaient jambes toutes. Même angle, même éclairage. Il parlait de travail, de respect, de mérite. Des mots simples, répétés. Il citait souvent des chiffres, nombre exact de round, poids précis à la décimale près, date, heure. Il aimait les détails chiffrés. Ça me rassurait presque. Les chiffres ont cette qualité d'être difficiles à contredire. Il s'entraînait désormais à Nanterre, dans une salle sponsorisée par une marque de compléments alimentaires. Logo visible sur chaque mur, sur chaque short. J'ai pris note de l'adresse. Zone industrielle, bâtiment bas, parking large, accès par le RER A, puis 10 minutes à pied. J'ai vérifié sur une carte. J'ai compté les rues. J'ai refermé l'application sans enregistrer. Benoît Caron apparaissait moins souvent. Quand il le faisait, c'était sur des photos de groupe toujours légèrement en retrait, verre à la main. Costume trop ajusté, comme s'il avait refusé de changer de taille. Il avait vieilli, les tempes grisonnées. Les traits s'étaient endurcis, mais le sourire restait intact, presque figé. On parlait de croissance, de structuration, de nouveaux partenariats. Les mots changeaient, pas le ton. Il avait monté une société sous un autre nom, plus neutre. Pourtant, le logo rappelait l'ancien. Même ligne, même couleur, juste déplacée. Par curiosité, j'ai cherché le numéro Sirène. Je l'ai trouvé rapidement. J'ai écrit les chiffres dans le carnet gris à la dernière page, sans titre, sans commentaire. Marcel Duhamel continuait d'entraîner. Même salle, même mur, même lumière fatiguée. Il postait rarement, mais on le voyait souvent en arrière-plan, bras croisés, regard dur, bouche serrée. Toujours la même posture. Dans les commentaires, certains parlaient peu de son « œil », d'autres de sa « loyauté ». Des mots lourds, employés à la légère. J'ai pensé à ses mains, larges, aux ongles coupés trop courts. J'ai pensé à la façon dont il avait refait mes bandes ce soir-là, trop serrées, sans me regarder. Ce n'était pas un reproche, juste un souvenir précis, isolé, comme une image figée. Je suis allé voir un gala une fois. Pas celui de l'affiche, un autre plus petit, presque amateur, à Pantin. J'ai payé 12 € en liquide. Le billet était en papier fin. Je me suis assis au dernier rang, près d'une sortie de secours. Personne ne m'a reconnu. La salle était froide, les gradins grinçaient. La lumière était la même que dans mon souvenir, trop blanche, trop directe. J'ai regardé l'arbitre plus que les boxeurs. Ses gestes, la manière dont il levait la main, le rythme de ses pas autour du ring, la durée exacte des clinches avant intervention. J'ai noté mentalement les incohérences. Ce n'était pas une enquête, plutôt une comparaison silencieuse. À partir de là, j'ai commencé à structurer mes notes, pas comme un plan, pas comme une stratégie, plutôt comme un inventaire, une tentative d'ordre. Lundi, entraînement public à Nanterre, 18h, annoncé à l'avance. Mercredi, réunion de promotion dans un bar du 11e, visible sur une story floue. Vendredi, gala à Melun, billets en vente sur place, ouverture des portes à 19h. J'écrivais au crayon. J'effaçais parfois, sans raison précise. Je ne reliais pas les points. Je me contentais de les aligner. Ma vie, en dehors de ça, restait inchangée. Travail irrégulier, appel tardif, studio silencieux. Le frigo faisait son bruit régulier. Riz, œufs, pommes. Il me restait 214 € sur le compte. J'ai changé de chaussures parce que les anciennes prenaient de l'eau. 29 €. J'ai gardé le reçu. J'ai hésité longtemps avant d'acheter un carnet neuf. Finalement, j'ai continué avec le gris. Les pages vides suffisaient. Elles me semblaient moins exigeantes. Il m'arrivait de passer près des lieux mentionnés sans m'arrêter. La salle de Nanterre, vue de loin, en restant de l'autre côté de la rue. Le bar du 11e, simplement en traversant le trottoir opposé. Je regardais les entrées, les sorties, les horaires creux. Je remarquais les angles morts, les portes secondaires, les zones moins éclairées.
Je me disais que tout le monde observe son environnement, d'une manière ou d'une autre, quand il cherche à comprendre comment les choses fonctionnent. Une nuit, j'ai rêvé du ring, pas du combat, du sol uniquement. Il était sec cette fois, sans tache, sans reflet. Je me suis réveillé avec une sensation de clarté inhabituelle. Pas de colère, pas de tristesse. Quelque chose de plus simple, presque administratif. L'idée que certaines situations ne se corrigent pas en attendant ni en espérant. Je me suis levé sans allumer la lumière, puis je l'ai allumée quand même. J'ai ouvert le carnet gris à la dernière page. J'ai tracé une ligne droite au milieu sans écrire de mots. Je suis resté à la regarder longtemps jusqu'à ce que le jour commence à filtrer par la fenêtre. La ligne que j'avais tracée est restée là plusieurs jours. Je ne l'ai pas commentée. Je ne l'ai pas prolongée. Elle ne servait pas de repère chronologique. Elle n'indiquait ni un début ni une fin. Chaque matin, en passant devant la table, je la voyais. Elle coupait la page en deux parties, strictement égales. Elle ne signifiait rien de précis, mais elle marquait une séparation nette. Avant, après, pas dans les faits, dans ma manière de regarder ce qui m'entourait. Il m'a fallu du temps pour formuler ce qui me gênait réellement. Je m'y suis repris plusieurs fois. J'ai éliminé des hypothèses. Ce n'était pas la défaite. J'en avais connu d'autres. Certaines plus dures, physiquement. Ce n'était pas l'argent non plus, même s'il manquait toujours et que son absence compliquait tout. Ce qui revenait, de façon régulière, presque obstinée, c'était l'idée que tout avait été réglé sans moi. Les décisions prises ailleurs, les discussions tenues dans des pièces où je n'étais pas invité, les accords conclus à voix basse, mon corps utilisé comme une variable ajustable. Je n'avais pas été battu, j'avais été déplacé d'une ligne à une autre sans notification. Dans ce milieu, on parle souvent de risques acceptés. L'expression est commode, elle a l'air adulte, responsable. Elle permet d'éviter de préciser qui décide réellement et qui paie concrètement. Moi, j'avais payé avec du temps, avec un corps usé plus vite que prévu, avec une trajectoire arrêtée puis abandonnée. Eux avaient un continué sans rupture visible. Même salle, même gala, même slogan recyclé. La continuité était ce qui me paraissait le plus obscène, comme si rien ne s'était produit. Je n'ai jamais pensé à réparer. Ce mot suppose une intention morale, une volonté de retour à l'état antérieur. Ce n'était pas mon cas. J'ai pensé à équilibrer. Pas dans un sens symbolique, dans un sens comptable. Quand une erreur apparaît dans un registre, on ne fait pas appel aux émotions. On identifie la ligne concernée. On corrige. On ajuste les colonnes jusqu'à ce que le total corresponde enfin à la réalité observée. À partir de ce moment-là, mes notes ont changé de nature. Elles sont devenues plus sèches, plus fonctionnelles. Les adresses ne représentaient plus des lieux abstraits, mais des points fixes. Les horaires n'étaient plus des informations, mais des contraintes mesurables. Les habitudes formaient des constantes. Je n'écrivais toujours pas d'objectif final. Je découpais, je segmentais. Benoît, Marcel, Pascal, 3 trajectoires distinctes, 3 rythmes, 3 zones d'intersection possibles. Je n'avais pas besoin d'en faire plus à ce stade. J'ai commencé par l'argent, toujours l'argent, pas pour m'enrichir, pour comprendre les flux, les dépendances, les leviers. J'ai créé une adresse électronique avec un nom banal, impossible à relier à quoi que ce soit. J'ai envoyé 2 messages, espacés de quelques jours. L'un pour proposer des services logistiques lors de galas, montage, démontage, présence discrète. L'autre pour une collaboration mineure, technique, sans exposition publique. Benoît a répondu au second. Rapidement. Son ton était cordial, presque soulagé. Il proposait un rendez-vous. J'ai accepté sans négocier. Le café était près de République. Terrasse fermée, bruit constant. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table légèrement en retrait. Benoît est arrivé à l'heure, il a commandé avant de s'asseoir. Il parlait vite, comme s'il voulait occuper l'espace sonore. Marge réduite, partenaires exigeants, pression administrative, risques à répartir. Je l'ai laissé dérouler. Je notais mentalement ce qu'il répétait et ce qu'il évitait soigneusement. À la fin, il a payé. Geste apparemment anodin. Important. Je suis ressorti avec une première date de collaboration, sans contrat écrit, sans promesse formelle. En parallèle, j'ai repris l'entraînement. Seul, tard le soir, dans une salle municipale ouverte jusqu'à 22 heures. Pas de ring, des sacs fatigués, un sol irrégulier. Je travaillais lentement. Endurance, respiration, déplacement court. Je surveillais ma cheville. Elle tenait. J'ai acheté un protège-dents neuf. 18 €, je l'ai rangé sans l'utiliser. Il était là pour plus tard, sans échéance précise. Avec Marcel, le contact a repris sans explication. Un message court, direct, il cherchait en quelqu'un pour aider sur certaines séances.
Tenir les sacs, nettoyer après, travail discret, payé au noir, j'ai accepté immédiatement. Revenir dans cette salle n'a rien provoqué de spectaculaire. L'odeur était la même, les miroirs aussi. Les fissures au plafond n'avaient pas changé. Marcel ne m'a posé aucune question. Il ne m'en a pas fallu davantage. Nous travaillions côte à côte, en silence. Pascal, lui, restait à distance. Je n'avais aucune raison de l'approcher directement. Ce serait inutile à ce stade. Je continuais à observer ses déplacements, ses sponsors, ses obligations médiatiques. Une carrière bien gérée laisse peu de marge visible, mais elle en laisse toujours quelques-unes, surtout quand elle repose sur une image trop soigneusement entretenue. Tout avançait sans heurts. Les pièces se mettaient en place d'elles-mêmes, sans friction apparente. Trop calmement, peut-être. Mais c'était nécessaire. Je savais que dès que certaines portes seraient franchies, il n'y aurait plus de retour possible. La ligne tracée dans le carnet n'était plus une abstraction graphique. Elle commençait à produire des effets concrets, mesurables, et je n'avais toujours rien écrit de l'autre côté. Le point de non-retour n'a pas ressemblé à une explosion ni à une scène identifiable. Il n'y a pas eu de phrase décisive, pas de geste spectaculaire. Il a pris la forme d'un agenda qui se remplissait sans effort, d'un téléphone qui sonnait à des heures de plus en plus régulières, de rendez-vous honorés sans retard, presque automatiquement. J'étais désormais intégré. Pas visible, pas officiellement nommé, mais présent dans les rouages. On me confiait des tâches simples, indispensables, celles qui ne laissent pas de traces écrites. Transport de matériel entre deux salles, gestion de vestiaires secondaires loin des caméras. Vérification de listes imprimées à la hâte. On me faisait confiance parce que je ne posais pas de questions et que je respectais les horaires à la minute près. Avec Benoît, les échanges se sont densifiés progressivement. Il aimait que les choses aillent vite. Il aimait surtout que quelqu'un d'autre s'en charge à sa place. Et j'ai pris en main des paiements mineurs, toujours en liquide. Des enveloppes épaisses, parfois trop légères. Des avances promises, des remboursements improvisés, des frais qui n'existaient que sur le moment. Je notais tout chez moi le soir, assis à la table pliante, avec la même précision que jadis pour mes courses. Montant, date, initiale. Les chiffres s'additionnaient sans difficulté. Les incohérences aussi. Il n'y avait rien d'exceptionnel, rien de spectaculaire. Juste une répétition constante de petites irrégularités, tolérées parce qu'elles étaient pratiques, suffisantes pour déplacer un équilibre déjà fragile. Marcel continuait à m'utiliser comme une présence silencieuse. Je tenais les sacs pendant les rounds. Je nettoyais le ring après les séances tardives. Je vidais les poubelles sans qu'on me le demande. Je voyais passer des jeunes boxeurs, tendus, concentrés, pleins de phrases qu'on leur avait apprises par cœur. Ils parlaient ceux de respect, de patience, de mérite. Je ne disais rien. Parfois Marcel me demandait mon avis d'un simple mouvement de tête. Je répondais brièvement. Un mot. Un geste. Il hochait la tête en retour. Sa confiance revenait, mécanique, sans chaleur, comme un réflexe ancien. Un soir, je l'ai entendu parler au téléphone, dos tourné, voix basse. Il évoquait un combat accadré. Le mot était resté suspendu dans l'air. Il n'avait pas besoin d'explication. Pascal est entré dans cette mécanique plus tard. Par nécessité, un sponsor mécontent, un retard administratif mal justifié, un gala menacé d'annulation à cause d'un document manquant. Benoît a proposé une solution interne. Moi. Je suis devenu intermédiaire. Pas officiellement. J'apportais des dossiers d'un bureau à l'autre. Je relayais des messages sans y ajouter de commentaires. Je simplifiais ce qui pouvait l'être. Pascal m'a reconnu la 3e fois. Son regard a hésité une fraction de seconde. Un calcul rapide, presque imperceptible. Puis il a souri. Il n'a rien dit. Moi non plus. Les silences prolongés sont souvent les plus efficaces. La suite n'a pas demandé d'efforts particuliers. Les éléments étaient déjà en place. Les flux financiers mal protégés. Les décisions prises à l'oral, jamais confirmées par écrit. Les signatures approximatives, répétées par habitude. Les assurances de trop confiantes, basées sur des relations anciennes. J'ai laissé les choses suivre leur pente naturelle. J'ai déplacé quelques pièces, retardé une information de 24 heures, accéléré une autre de quelques jours. Personne ne s'en est rendu compte immédiatement. Les effets sont venus plus tard, comme toujours. Décalés. Difficiles à relier entre eux. Le gala de Lyon a été annulé pour un problème de conformité. Un détail technique, officiellement. Celui de Melun a déclenché un contrôle plus poussé que prévu. Benoît a commencé à appeler plus souvent. Sa voix avait changé. Il parlait moins vite. Il posait des questions auxquelles il connaissait déjà les réponses. Il cherchait des confirmations. Je répondais quand il fallait. Pas toujours. Marcel a perdu une subvention municipale sans explication claire. La salle a fermé 2 semaines. Juste assez pour casser une dynamique.
Pascal s'est blessé à l'entraînement. Rien de grave selon les communiqués, suffisant pour reporter un combat clé. Le sponsor s'est retiré sans bruit. Je n'ai jamais été présent lors des moments visibles. Je restais à distance, volontairement. Quand Benoît a été convoqué pour s'expliquer, je travaillais ailleurs. Quand Marcel a vidé son bureau dans des cartons neutres, je n'étais pas là. Quand Pascal a publié un message parlant de pause, de réflexion et de retour prochain, je l'ai lu comme n'importe qui, sans m'arrêter sur les commentaires. Aujourd'hui, je suis de nouveau seul dans une pièce silencieuse. Le frigo fait le même bruit régulier, identique à celui d'avant. J'ai dormi un peu. Pas longtemps, mais suffisamment. J'ai relu mes notes une dernière fois. Tout correspond. Les colonnes sont équilibrées, les dates se répondent. Je ne ressens rien de particulier. Ni soulagement, ni victoire. Juste une forme de fatigue stable, uniforme, sans pic. Je sais que rien n'a été réparé. Je n'y ai jamais cru. Certains systèmes ne se corrigent pas. Ils s'épuisent. On les pousse légèrement dans le sens qu'ils ont déjà choisi. Ensuite, on observe les conséquences, sans intervenir. La lumière est toujours allumée. Elle éclaire la table, le carnet fermé, la chaise vide en face. Je vais l'éteindre maintenant.